Bonjour, merci d'être venu à cette conférence midi de l'Oregon. On a comme conférencière Mélissa Blais, donc je vais l'introduire. Professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, Mélissa Blais mène des recherches sur l'antiféminisme, les effets de la peur sur l'engagement des féministes, les conflits émotionnels des chercheurs et sur le harcèlement de rue, en partenariat avec le Centre d'éducation et d'action des femmes. Elle est également l'autrice du livre « Jaillit les féministes » le 6 décembre 1989 et ses suites, éco-directrice des ouvrages collectifs « Le mouvement masculiniste au Québec », l'antiféministe démasqué et retour sur un attentat antiféministe, École Polytechnique 6 décembre 1989, paru aux éditions du Remis Ménage. Merci Mélissa d'être là, je te cède le panel. À mon tour de vous remercier de votre présence, mais aussi de remercier Nerita pour l'organisation de cette conférence. Donc, conférence sur la peur, et puis je trouve quand même assez intéressant de parler de la peur, de discuter de la peur dans le contexte actuel, où c'est une émotion qui est régulièrement mentionnée dans les médias actuellement, le mois dernier. Mentionnée lorsqu'on parle, par exemple, de la peur ressentie par les habitantes du centre-ville d'Ottawa face au convoi contre les mesures sanitaires, mais aussi lorsque cette même nébuleuse conspirationniste, ou du moins contre les mesures sanitaires, récupère la peur pour convaincre la population d'adhérer à leur cause en disant qu'ils veulent contrer la peur. Ils veulent justement, en fait, vaincre la peur. C'est donc dans ce contexte où on parle beaucoup de la peur en ce moment que je vous propose de détourner le regard vers les mouvements féministes québécois, mouvements féministes aussi de la Suisse romande, puisqu'il s'agit de mes deux terrains d'enquête là, au sein desquels j'ai investigué les effets de la peur entre 2018 et 2019. Bon, sachez que ma présentation est tirée également d'un article publié dans la revue Liens social et politique, que vous pouvez aussi télécharger si vous voulez en savoir davantage. Donc, à l'origine de ce projet, j'ai aussi mené une enquête qui est à l'origine de ce projet, une précédente enquête sur les effets de l'antiféminisme sur le mouvement féministe québécois, et plus particulièrement sur les secteurs du mouvement féministe qui militent contre les violences faites aux femmes. Et durant mon enquête auprès du mouvement féministe québécois, j'ai pu noter que la peur est un des effets les plus nommés par les féministes à ce moment. Mais non seulement la peur ne les empêchait pas d'agir, en fait, de poursuivre leur activité, mais pour l'une d'elles, la peur l'a même amenée à se mobiliser davantage. Et c'est en s'appuyant sur ces propos que j'en suis venue à formuler une première hypothèse voulant que la peur provoque des effets contrastés sur l'engagement des féministes, mais aussi sur leur répertoire tactique. Et parfois même, j'ai pu noter que la peur les incitait à se mobiliser. Ma recherche m'a aussi permis de combler certaines lacunes dans la littérature scientifique, des angles morts de la littérature notamment qui discute de la peur comme d'une émotion négative. Je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une émotion négative, en fait, bien que la peur soit une émotion désagréable. Souvent, lorsqu'on parle de la peur, on en parle comme une émotion qui provoque des envies d'esquive, notamment en psychologie, de la démobilisation comme effet également de la peur en sociologie, des mouvements sociaux et du militantisme. Donc, je me suis appuyée sur une trentaine d'entrevues menées auprès des féministes québécoises sur tout le territoire québécois, mais également en Suisse romande, où je me suis concentrée davantage sur Genève. Et au Québec, l'enquête se concentre sur des intervenantes des centres de femmes du Québec, qui ont principalement pour mandat d'offrir donc du soutien aux femmes en difficulté et de lutter contre la pauvreté, les violences contre les femmes, mais aussi les violences médicales. En Suisse, les répondantes, comme au Québec, sont également engagées dans leurs syndicats, en politique, mais le milieu associatif suisse est plus restreint, disons à Genève, si on compare à Montréal ou même à Québec. Et le mandat des organisations suisses se concentre principalement sur la formation, l'éducation populaire, parfois même par l'entremise de podcasts pour informer, aussi éduquer. Et le mouvement féministe suisse n'adopte pas nécessairement, dans tous les cas, une posture militante.
et pratiquent beaucoup moins l'action directe comparativement au mouvement féministe québécois. Je pense ici, par exemple, au déroulement de bannières ou à l'occupation de bureaux de ministres parmi les actions directes notées pour le féminisme québécois. Donc, en partant du postulat que la peur est certes désagréable à ressentir, mais qu'il ne s'agit pas d'une émotion négative, ma perspective théorique se situe au croisement des approches actionnistes des émotions, de la sociologie des mouvements sociaux et de la sociologie féministe. Et par approche actionniste, j'entends une lecture des émotions, et là je vais citer ici Bernard, comme partie intégrante du raisonnement des actrices, donc une imbrication entre cognition et ressenti des émotions. Donc, combinée à la sociologie féministe, cette dernière me permet de rompre avec l'opposition raison et émotion pour mieux appréhender tout le travail de cognition qui se produit lorsque les féministes ont peur. Alors, au niveau de la méthode de traitement de données, c'est une méthode largement inductive qui répond aux critères de l'approche phénoménologique qui privilégie en fait l'écoute des témoignages. Et là, je vais citer Paillé et Muccelli. Écoute des témoignages pour ce qu'ils ont à nous apprendre avant que nous soyons tentés de les faire parler. J'emprunte donc à l'approche phénoménologique une invitation à reprendre à l'identique les mots utilisés par les participantes, les mots qu'elles utilisent pour exprimer ce qu'elles ressentent, à l'inverse donc d'une démarche qui serait tentée de classifier leurs émotions dans des typologies préétablies, tantôt de différencier ce qui relèverait de l'anxiété, de la peur ou du stress, tantôt de l'affect ou de l'émotion, toujours selon les typologies prédéfinies. J'ai donc identifié un répertoire de la peur qui tient compte du degré d'intensité de cette émotion, en incluant des mots tels que crainte, anxiété, petite peur, stress, inquiétude, méfiance. Et là, je vous renvoie à l'article pour en savoir davantage sur ce répertoire, puisque je vais utiliser le plus souvent le mot peur, en fait, comme terme générique pour rendre compte de leurs émotions. Évidemment, je vais préciser les degrés d'intensité et la durée des émotions, puisque c'est important pour l'enquête. Justement, une enquête qui révèle l'importance de tenir compte du temps des émotions. Du temps, donc, qui peut être de plus courte durée, notamment durant une manifestation, ou de plus longue durée, comme chez les féministes qui craignent un second attentat terroriste, un second attentat comme celui de la tuerie de l'école polytechnique. Et donc, pour tenir compte de cette dimension temporelle, j'ai identifié ce que j'ai appelé des séquences émotionnelles, à l'intérieur desquelles la peur s'articule à d'autres émotions pour former un ensemble de constellations émotionnelles. Et ça, c'est un concept que j'emprunte à Van Trutz et ses collègues. Donc, si vous voulez bien, on peut regarder maintenant les différentes séquences émotionnelles, toujours en fonction des causes de la peur, et justement pour discuter aussi des effets de ces séquences émotionnelles sur l'engagement des féministes et leur répertoire tactique. Alors, premièrement, les féministes disent avoir peur de la violence policière en contexte de manifestation. Et ça, indépendamment de leur positionnement dans les rapports sociaux de classe, de race et de sexualité. Cela dit, le rapport à la police est différent. Il est moins conflictuel en Suisse romande qu'au Québec, notamment parce que les Genevoises se plient à l'obligation de fournir leur trajet aux policiers lors d'une manifestation. Et les policiers sont en général moins répressifs qu'au Québec. Mais il en va autrement pour les féministes québécoises qui, par exemple, organisent des contingents féministes dans des manifestations à haut risque de répression policière, notamment durant la grève étudiante de 2012. Cela dit, la joie, la fierté, la sororité, la confiance ou, je cite, l'émerveillement de voir qu'il y en a qui croient assez au changement social pour participer à des manifestations, interviennent généralement avant la peur de la brutalité policière, selon plusieurs féministes québécoises et une minorité de féministes suissesses. Autrement dit, la séquence émotionnelle liée à la violence de la brutalité policière, la peur de la violence de la brutalité policière, débute généralement avec des émotions agréables. Parfois, peur et joie sont ressenties au même moment. Et pour illustrer, j'ai repris, en fait,
la citation d'une féministe qui parle de la combinaison peur-plaisir en utilisant l'image de l'alpiniste. Elle dit « Dans l'alpinisme, tu as peur, mais tu as les outils pour grimper, te protéger. Le plaisir d'aller en haut de la montagne est plus fort, dit-elle. » En plus du plaisir de manifester, la solidarité ou la confiance ressentie à l'endroit d'autres manifestantes lors justement des moments où elles sont exposées à des risques de violence policière, va également stimuler le désir des féministes de participer à ces manifestations. Le désir de manifester est également plus grand chez celles qui ont de l'expérience. Pourquoi? Parce que ce capital militant, en fait, leur permet d'anticiper le travail émotionnel et de diminuer l'intensité de la peur. Autrement dit, et je cite, « Puisqu'on sait que c'est une aventure risquée, parce que je veux dire, c'est pas notre première manif, on n'est pas niaiseuse. » Grâce à cette connaissance des risques, une répondante ajoute parvenir à transformer la peur en prudence. Et donc, dans un contexte de manifestation, ressentir de la responsabilité, se sentir responsable d'autrui, agit comme un facteur qui peut augmenter l'intensité de la peur ainsi que sa fréquence. Avoir d'autres femmes sous sa responsabilité exige un travail émotionnel qui vise évidemment à se montrer forte et souvent qui vise aussi à ne pas montrer, laisser paraître en fait la peur qu'elles ressentent. Et donc, en somme, l'évaluation de la gravité du danger, tout comme le dialogue que les femmes entretiennent avec la peur, dans les cas où elles sont responsables d'autrui, agissent comme des facteurs qui viennent influencer de manière très contrastée l'intensité de la peur, ainsi que la volonté aussi qu'elles ont de participer ou non à des manifestations. Enfin, la colère, qui suit de très près la peur de la violence policière, persiste parfois dans le temps. Comme chez cette militante suissesse qui, en raison d'une longue expérience de manifestation contre les sommets socio-économiques, une militante de 80 ans, donc une longue expérience de manifestation réprimée lors de sommets socio-économiques, dis-je donc, elle parle dans son cas, elle, d'une colère noire qui perdure dans le temps. Et lorsque la rationalité affective, la cognition et l'émotion viennent en travaillant ensemble, donc la rationalité affective de naissance à la colère, l'effet de stimulation de l'engagement peut s'exprimer très clairement. Et là, je vais la citer. Elle dit « Je ne veux pas être intimidée, j'estime que j'ai le droit. La société ne me convient pas, j'ai le droit de l'exprimer dans l'espace public et on n'a pas à me l'empêcher. » En résumé, la majorité des effets recensés concernent essentiellement des tactiques de protection qu'elles mettent en place, surtout chez les féministes québécoises, pour augmenter le sentiment de sécurité. Et ceci inclut également des recommandations destinées aux autres participantes lorsqu'elles sont responsables d'autrui, notamment recommandations voulant qu'elles restent groupées ou qu'elles se munissent de téléphone. Autrement dit, la séquence émotionnelle qui est liée à la violence policière, donc séquence qui débute avec joie, plaisir, peur et colère, ne produit pas d'effet délétère, en fait, sur la participation des féministes à diverses manifestations, si ce n'est que certaines vont choisir de ne pas se joindre à des manifestations à risque plus élevé de brutalité policière. Et la violence policière m'amène à vous parler d'une seconde cause de la peur, cette fois, la peur des violences commises par des hommes cisgenres. Cette cause de la violence masculine des hommes cisgenres, en fait, produit deux séquences émotionnelles deux séquences qui occasionnent les mêmes types d'effets. Donc, la première séquence débute avec la colère. Elle renvoie aux agressions que les féministes subissent comme femmes, et ce, indépendamment de leur positionnement dans les rapports sociaux de race, de classe ou de sexualité. Elles ressentent donc une colère de l'injustice, comme cette féministe qui a reçu des insultes par courriel lors d'un événement public qu'elle organisait. Et même s'il est souvent, dans mon cas, souvent impossible de dissocier la peur et la colère, elles interviennent dans les mêmes moments, elles sont parfois ressenties dans des moments distincts.
Selon une participante, je la cite, « C'est la rage en premier. En premier, je me disais, c'est le genre de personne harcelante, macho, et là, je me suis sentie attaquée. Peu de temps après, elle se dit que le cyberharceleur connaît son prénom. Et là, voyez, à partir de ce moment, je la cite, elle dit « On pourrait décliner la peur en deux faces, comme une peur liée avec ma vie personnelle, le fait qu'on puisse me retracer, voir où est mon bureau, et une autre peur pour l'événement lui-même. Pendant des semaines, il pourrait y avoir des groupes masculinistes qui s'organisent, qui viennent boycotter, nous intimider. Et j'ai eu peur pour moi, j'ai eu peur pour les autres personnes participantes. » Alors, cette séquence émotionnelle les amène à développer des dispositifs de sécurité pour leurs activités féministes. Alors, outre l'hypervigilance, elles s'organisent pour jamais rester seules au travail le soir, donc elles quittent toujours à deux ou à plusieurs. Elles n'oublient jamais de vérifier les sorties de secours lors d'événements féministes et parfois de s'assurer de leur anonymat sur les médias sociaux ou de faire appel à des services de sécurité. Et en général, la peur de l'agression commise par des hommes ne provoque pas d'effet de désengagement militant. Bien au contraire. En fait, la colère qui accompagne la peur la peur, ne fait pas, et là je cite encore, confirmer qu'il faut que je continue à m'engager. C'est pertinent d'unir nos forces, d'aller contre tout cela. Cette rage-là, c'est un moteur de résistance. Maintenant, lorsque la séquence débute avec la peur, il convient de rappeler que la peur durable d'un attentat antiféministe est à l'origine justement d'une peur durable chez les féministes québécoises, et ça en raison des deux attentats commis à Montréal et à Québec. Selon l'historique de violence connu par les féministes interrogées, l'anticipation d'un attentat antiféministe peut avoir des effets délétères beaucoup plus importants que, par exemple, des militantes en contexte de manifestation qui n'auraient jamais fait les frais de violences policières. Une Québécoise indique à ce propos que la tuerie de l'école polytechnique peut même, je la cite, coloniser l'imaginaire. Alors, dans cette séquence, la colère suit de près la peur. Donc, elle débute avec la peur et s'ensuit la colère, comme dans le cas de cette féministe qui raconte que lorsqu'elle lit tous les commentaires haineux sur les médias sociaux, je la cite, « Je trouve vraiment que c'est épeurant parce que c'est violent. Et peu importe, après, je vais me sentir en colère en plus de la peur. » Et donc, selon cette féministe genevoise, je la cite aussi, « Des injustices que peuvent générer la peur, moi, je pense que c'est plutôt un moteur qu'autre chose. C'est comme un trac. Il y a un petit moment, comme ça, et après, vous vous lancez. » Donc, à l'instar de la colère-peur, la constellation peur-colère produit des effets de protection, notamment lorsque les féministes mettent en place des dispositifs de sécurité. Et en fait, je vais terminer avec la troisième séquence émotionnelle, cette fois qui est liée à la peur de l'exclusion. Cette peur de l'exclusion est liée au clivage interne au mouvement féministe, que ce soit en Suisse romande ou au Québec. Donc, clivage interne que produisent justement les rapports sociaux de classe, de race et de sexualité. Alors, pour le dire avec les mots d'une afroféministe, il s'agit, je la cite, « de la peur que cela puisse générer le fait que mon militantisme soit toujours à moitié, en tant que femme, à la croisée des oppressions. » Alors, largement partagée par les féministes noires et celles d'origine ouvrière, la séquence de ces femmes fait d'abord intervenir la colère. Et chez les féministes des milieux ouvriers, la colère intervient sans conteste au début de la séquence émotionnelle. Et là, j'ai un long récit de mépris de classe à vous partager et selon moi, ça en vaut vraiment la peine. Donc, c'est un récit de mépris qui se produit dans un moment de discussion avec d'autres féministes sur les questions de pauvreté et de gentrification. Elle dit « Si je retourne à moi d'il y a 15 ans, qui vit de la peur et qui va se sacrer, qui va laisser sortir sa colère. Moi qui viens de dire une vérité, mais avec un esti de calice au bout. Et là,
je me fais regarder comme, ben voyons donc. Et je leur dis, je les ai pas tes diplômes. Mais c'est pas dur, regarde. Je vais défendre le logement pour les femmes. Je suis contre la gentrification, je suis contre la pauvreté. Je m'ouvre la trappe, mais j'ai pas les bons mots qui sortent du bon dictionnaire. Je suis pas une urbaniste, mais j'ai des yeux. J'ai marché, mon quartier, je le connais. Chaque trottoir, chaque rue. Quand je les entends dire, mais là, c'est quand même pas si grave que ça, esti, ils vont tous dormir dehors, c'est quoi le problème? Et là, je sens un jugement. Autrement dit, la peur du jugement, voire de l'exclusion de cette féministe des milieux féministes majoritaires, s'imbrique à une colère de la négation, en fait, de leurs paroles, en raison du préjugé de classe voulant qu'elles ne s'expriment pas avec les bons mots. Et parmi les féministes racisées interrogées, certaines confient ressentir une colère face au racisme des féministes blanches majoritaires. Par contre, la colère est une émotion que des féministes noires cherchent parfois à réprimer ou à ne pas verbaliser publiquement de peur d'incarner la caricature de la femme noire en colère. Pour les répondantes racisées, la peur prend généralement toute la place dans la séquence et elles sont habitées d'une peur, je cite, de se distinguer, d'être perçues comme celles qui dérangent la famille féministe. D'autant plus que, poursuit-elle, les femmes blanches nous font et peuvent nous défaire à n'importe quel moment. À cela s'ajoute la peur de l'agression raciste à l'extérieur du mouvement féministe, à l'instar d'une des participantes, en fait, qui a été attaquée au couteau par un jeune néo-nazi dans le métro de Montréal. Donc, la rationalité de cette peur peut se traduire sous forme de questions. À savoir, je cite encore, « Si je dénonce le racisme, est-ce que ça va me fermer des portes dans mon combat actuel? Est-ce que je vais perdre la place si durement acquise parmi les autres? » En outre, en imposant volontairement ou pas un entre-soi blanc, hétérosexuel et de classe, disons, plus privilégiée, les féministes majoritaires génèrent une peur de l'exclusion chez celles qui ne partagent pas les privilèges ou qui voudraient même les critiquer. Les femmes racisées interrogées sont certes délégitimées de manière tout à fait différente que les féministes de tradition ouvrière ou les lesbiennes, et ce, en regard de la manière dont elles se positionnent durant les entretiens, mais elles verbalisent les mêmes effets d'autocensure, des effets aussi de désengagement partiel. Et là, à propos de la censure, une féministe lesbienne dit par exemple qu'elle va justement taire son orientation sexuelle lorsqu'elle entend des propos lesbophobes. Et la constellation colère et peur conduit aussi des féministes racisées à procéder à un transfert de loyauté, pour paraphraser Elena Flem. Donc, transfert de loyauté à l'intérieur d'organisations afro-féministes notamment, tout en entretenant un engagement plus distancié avec les féministes du mouvement majoritaire. Mais malgré les effets de cette peur, colère sur l'exclusion, donc les effets de cette peur, colère de l'exclusion sur l'engagement des féministes racisées, l'une d'elles raconte vouloir trouver des stratégies pour trouver ma place. Et là, cette citation confirme que les effets de cette séquence émotionnelle n'ont pas gain de cause sur la détermination des féministes minorisées à combattre les comportements racistes, lesbophobes ou classistes dans les milieux féministes majoritaires. Je vous remercie.